Bonjour à toutes et tous. Très heureux de me retrouver. Ah pardon. Parce que des fois j'ai le petit truc là, alors j'oublie quoi. Donc je recommence. Je recommence d'ici ou pas? Non, c'est bon. Bonjour à toutes et tous. Donc très heureux de me retrouver face à vous pour échanger autour d'une passion qui est certainement commune, la photographie. Alors, comme vous pouvez le voir déjà sur le slide, c'est donner du sens à notre composition. On va quelque part revenir à l'essentiel de la photographie. Donc la composition, la lumière, le sujet, comment le mettre en valeur, puisque même si c'est vrai qu'on a accès à des techniques de plus en plus de pointe, il faut quand même de temps en temps revenir à l'essentiel. Votre boîtier n'est qu'un outil qui va vous permettre donc de saisir un moment, mais ça doit rester qu'un outil. Ce n'est pas, j'ai toujours considéré que la photographie n'est pas une performance technologique. La photographie, c'est avant tout l'envie de raconter quelque chose, l'envie de dénoncer, etc. Donc ça va être principalement le thème de cette conférence. Alors j'ai un compteur devant moi, j'ai 30 minutes. On va essayer de rentrer là-dedans. Donc je vais me présenter à vous déjà assez rapidement. Donc je suis reporter. Donc j'ai plusieurs activités. En gros, je me considère comme un professionnel de l'image, puisque je suis reporter spécialisé dans la photographie de voyage, nature, urbain, architecture. Je suis auteur photographe, l'édition de livres, exposition d'art, vente de tirages, mais je suis aussi donc retoucheur professionnel et j'ai aussi une activité donc de formateur, puisque depuis maintenant quelques années, je mets à disposition mon savoir-faire, donc mon expertise, puisque j'ai la grande chance de faire ce très beau métier depuis maintenant 35 ans. Donc pour la petite histoire, formation, promotion 89 à l'école des Gobelins, donc ça date. Donc j'ai eu la chance et j'ai encore la chance de pouvoir vivre de ce métier. Et donc j'aimerais à travers cette conférence mettre en avant que la technologie, oui, mais n'oublions pas l'essentiel en gros. C'est vrai qu'on le sait tous, les boîtiers évoluent, sont de plus en plus performants, on a de plus en plus de technologies embarquées, d'assistance à la prise de vue, on parle d'intelligence artificielle qui vont intégrer nos boîtiers, donc pourquoi pas? C'est vrai que ça facilite notre travail, c'est-à-dire qu'on a moins de rejets, on a moins, c'est-à-dire qu'avant, en argentique, quand on faisait un reportage photo, si on avait à en sortir 2 ou 3 de bonnes, on était déjà plutôt pas mal. Maintenant, c'est vrai que le déchet, il y a moins de déchets dans la prise de vue, avec les autofocus de plus en plus performants, dans l'animalier, dans le sport, etc. Donc pourquoi pas? Mais même si vous avez certainement le plus beau boîtier du monde, le plus performant, si vous n'êtes pas capable, sur le terrain, d'avoir une réflexion de photographe, ma composition, mon sujet, ma lumière, parce qu'on peut changer la perception de l'image uniquement en changeant de lumière. Et ça, c'est très important. Donc le boîtier, pourquoi pas, mais ça reste quand même, encore une fois, qu'un outil. Il ne faut pas l'oublier. Ensuite, vous avez, en dehors du matériel, la photographie elle-même, elle a aussi ses règles. Si vous avez fait des écoles de photographie, j'ai eu la chance de faire les Gobelins il y a très longtemps, on connaît très bien les règles de composition. Il y en a 12 officiellement. Mais même sur notre comportement sur le terrain, quand on va réfléchir à nos compositions, on a des références qui sont très intéressantes. Mais encore une fois, donner du sens à nos compositions pour révéler la beauté d'une personne, d'un paysage naturel ou urbain, raconter une histoire, informer, dénoncer, photographier pour ne pas oublier. Puisque la photographie, c'est aussi un moyen aussi de pouvoir, dans 50 ans, dans 20 ans ou dans 10 ans, de pouvoir revenir sur des souvenirs qu'on va donc pouvoir revisiter ou revoir, etc. Au niveau donc, des règles de composition, il y en a 12 officielles. Donc on ne va pas les décortiquer, etc. On va surtout s'axer sur une règle principale, celle que tout le monde connaît. Vous connaissez tous la règle des tiers, je pense. Donc la règle des tiers, c'est une règle de composition qui est la composition référence en photo et principalement, donc en photo est un principe de composition photo qui consiste à positionner votre sujet ou les éléments importants de votre composition sur les points forts de l'image afin de guider le regard. Ça, c'est la définition de la règle des tiers. Après, il y a la règle des impairs, il y en a une quantité. Mais même cette règle que tout le monde connaît, elle est intéressante. Je ne rejette pas le fait qu'elle existe, mais elle est avant tout, encore une fois, une base de réflexion. Vous arrivez sur le terrain, vous avez un doute au niveau de votre composition, vous pouvez vous reposer sur ces règles-là et ensuite
Et ça, c'est le plus important. Si vous estimez que ces règles remettent en question votre acte créatif, l'envie de raconter autre chose, vous oubliez et vous passez à autre chose. Une bonne photographie, c'est une photographie qui vous plaît à vous avant tout, et non pas aux autres. Donc ça, c'est très important. Il faut revenir sur ces notions-là. Et je trouve personnellement qu'on les perd de plus en plus. La photographie, c'est une composition avec une belle lumière autour d'un sujet. Notre but du jeu, c'est de raconter notre histoire. Notre comportement de photographe doit servir l'envie de raconter quelque chose, l'histoire. Et ça, c'est très important. On va finir cette présentation avec un travail très créatif, très personnel. Je vais vous proposer, donc, parce qu'on n'a pas forcément le temps d'aller en galerie d'art, donc je finirai cette présentation avec un travail très créatif, très personnel. Mais on va commencer, toujours encore une fois, par mettre en avant que l'acte créatif ne peut pas être bridé par quelques règles que ce soit. Les règles sont là, elles sont intéressantes, on peut s'appuyer dessus. On va donc découvrir vite fait la règle des tiers pour... pardon, je reviens en arrière. On va vite fait découvrir la règle des tiers pour être une sorte de piqûre de rappel. C'est donc, vous avez deux lignes de force horizontales, vous avez 2 lignes de force verticales. Quand vous les superposez, vous avez donc 4 rectangles ou 4 carrés. Alors pour information, ce n'est pas Instagram qui a inventé le carré, on est bien d'accord. Hein. Les argentiques, le 6-6 existe depuis toujours, on est d'accord. Et donc ça donne 9 rectangles ou carrés de même taille. Et donc la règle des tiers consiste à mettre donc un élément, celui que vous voulez valoriser, sur un point de force. Ça, c'est la règle des tiers, comme on peut la connaître. Si je prends un exemple sur cette prise de vue réalisée donc, lors d'un voyage en Écosse, des nombreux voyages en Écosse, Eliane Donald Castle, qui est donc un château, si j'applique dessus donc, mon travail strict, j'applique la règle des tiers, je ne me pose pas de questions parce que ça fonctionne. On voit bien que le château est sur un point fort et vous avez des guides visuels, donc du granit, qui guide le regard vers le sujet. Ça, c'est la règle des tiers. Un autre exemple en vertical, ça fonctionne aussi très très bien. Donc vous voyez la ligne de force gauche sur le pont des Arts, il y a le lampadaire et vous avez la tour Eiffel sur la partie droite. Ça, c'est vraiment, on l'applique, on ne se pose pas de questions. Sauf que la règle des tiers, les règles de composition, c'est une bonne base de réflexion, mais attention, je vais vous donner un exemple. Celui-ci, vous voyez, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que en fonction de votre composition, vous allez changer totalement le sens et le ressenti de votre image. Je vous propose 3 exemples. Vous regardez bien. Le 1, donc 1 tiers premier plan, 2 tiers ciel. Celui-ci, vous l'avez bien vu. La 2, 50-50. La 3, 2 tiers de premier plan et 1 tiers de ciel. Je vais vous mettre les 3. Maintenant, levez la main tout simplement. La 1, qui préfère la 1? Allez-y, on n'a pas peur, on est entre nous. Hein. Allez-y, n'ayez pas peur. Hein. La 1, oh. La 2, pardon. Enfin, je vais recommencer au début, là, ici. Donc, attendez, je vais revenir attendez. Là, je m'attends comment, je me perds dessus. Voilà. La 1, qui préfère la 1? OK. Qui préfère la 2? Ah, il y a plus de mains. Qui préfère la 3? Voilà. J'en étais sûr. Et vous voyez, et donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui préfèrent la 1, la 2 et la 3, et c'est tant mieux. Parce que si 100% des personnes aimaient la 3, on va vite se faire chier dans le monde de la photographie, parce que ça veut dire qu'en fin de compte, on est tous pareils. Il faut éviter d'être tous pareils. Et donc ça veut dire que, oui, la 1, regardez, j'avais fait un test dans des groupes que je gère de partage photo, et regardez les pourcentages. On est vraiment dans ce qu'on a ressenti ici. Alors pourquoi? C'est parce que tout simplement, la 1, ça peut être, on va dire, la 1, ça peut être, je vais revenir en arrière. La 1, on est plutôt, et ceux qui ont levé la main sur la 1, vous me le dites, hein, la 1, on est plutôt dans la sérénité. C'est une photo qui est apaisante. Il y a un ciel limpide. C'est vrai qu'il y a une vraie douceur. C'est-à-dire ceux qui ont levé la main, vous êtes stressés ou pas? C'est ça, non? Vous avez besoin de sérénité, vous avez besoin de zénitude? Pourquoi pas? La 2, c'est un compromis. Je ne sais pas si je suis stressé ou si j'ai envie d'être un peu plus, une photo de plus de caractère, pourquoi pas? Et la 3, oui, bien sûr, elle a beaucoup plus de caractère, puisque dans la photographie de paysage en particulier, puisque c'est ma spécialité, on va devoir composer en fonction de la qualité du ciel, la qualité du premier plan. Et c'est vrai que
particulièrement dans ces régions comme l'Écosse, où c'est des terres de caractère, il y a du granit, il y a de la texture, on a plutôt envie de travailler comme ça. Et ça, c'est là qui est important, c'est que rien que sur cet exemple-là, on va composer sur le terrain en fonction de l'état du moment. C'est-à-dire que si je photographie London Castle, demain, si j'arrive avec des problèmes perso, j'aurais peut-être j'aurais peut-être composé comme la première, avec beaucoup plus de sel, un ciel beaucoup plus limpide, avec une image beaucoup plus sereine. Si j'ai envie, genre je suis super énervé et que j'ai envie d'avoir un truc, je vais chercher de la texture, du granit, etc. Et c'est pour ça que c'est très très important. La composition, rien qu'en modifiant votre composition, vous allez tout simplement modifier le ressenti de l'image. Et ça, c'est encore une fois, il faut vraiment garder ça. C'est quoi l'idée? Qu'est-ce que j'ai envie de raconter? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre lors de mon voyage? Ok? Composez selon l'envie de raconter votre histoire. Et ça, c'est le plus important. La fameuse règle laitière, un autre exemple. Je vais pas passer toutes les règles et les démonter les unes après les autres. Hein. On va juste un ou deux exemples. Sur cette photo-là, donc réalisée en Écosse, on est sur Cap Elgol quand on va vers le Cap. Et là, sur cette photo, c'est la photo, voilà. Si j'applique dessus la règle laitière, on peut dire que oui, j'ai mis l'horizon, les berges du lac, sur ligne de force basse. OK? Maintenant, la question, c'est quel est le sujet de cette photo? D'après vous, quel est le sujet de cette photo? Est-ce que c'est le paysage ou est-ce que c'est la toute petite maison qui est là? Vous l'avez pas vu? Et pourtant, j'ai des paysages d'Écosse comme ça, on en a des quantités phénoménales. Mais pourquoi je me suis arrêté? C'est parce que tout simplement, c'est cette petite maison-là. Parce que je me suis dit, ce gars, il s'est retiré au fin fond de l'Écosse, dans les villages paumés. Il a sa petite maison très confortable, certainement. Et on peut dire, voilà, le mec, il est isolé. Il a peut-être tout simplement envie de laisser-moi tranquille. Je me retire dans mon truc. Et c'est pour ça que je me suis dit, parce que je me suis dit, pourquoi il est là avec sa maison? Et c'est ça, en fin de compte, l'histoire. Sauf que si j'avais réfléchi règle des tiers, j'aurais mis, n'oubliez pas que la règle des tiers, c'est mettre votre sujet sur le point de force de votre grille. Donc j'aurais mis forcément la maison sur un point de force. Et donc ça veut dire que la règle aurait remis en question ma réflexion créative. Puisque ça, en fin de compte, ça, c'est pas ma photo. Ma photo, c'est celle-là. Ça, c'est je suis cadré par des règles. Alors, j'ai été formé par l'école des Gobelins. J'ai été formaté par des écoles. Donc là, je travaille sur un formatage, mais ce n'est pas ma photo. Ma photo, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'en fin de compte, en rajoutant encore plus de ciel, j'ai accentué la notion d'isolement de la maison. C'est pour ça, n'hésitez pas, pourquoi pas, dans le doute, à réfléchir règle des tiers, ou n'importe quelle règle, puisque la règle des impairs, il y en a 12 en tout. Vous les retrouvez facilement sur Internet. Mais après, moi, je dis, ben non, moi, j'ai pas envie, ça ne m'intéresse pas. Ça ne correspond pas à l'histoire que j'ai envie de raconter. Donc, je me suis dit, j'oublie et je bosse comme j'ai envie de bosser. Ça vous parle, cette approche photographique ou pas? Est-ce que vous travaillez beaucoup avec les règles? Est-ce que vous y pensez souvent? Est-ce que vous avez passé le stade du genre, je fais ce que je veux, quand je veux, de la façon que je veux, si ça plaît ou ça plaît pas, je m'en moque, c'est ma photo. C'est ça, en fin de compte, la vraie règle. Donc là, vous voyez, le sujet, il est là. Aucun respect de quelque règle que ce soit. La seule chose que j'ai respectée, c'est mon histoire. Ça fait que, même dans l'espace urbain, puisque je fais aussi du reportage urbain, si on prend par exemple, là je vous montre pour bien connaître un peu mon univers aussi de photographe, ça c'est quelques exemples de mon travail de photographe dans l'espace urbain, vous voyez, juste pour qu'on se connaisse un peu plus, puisqu'il y a la technique, mais il y a aussi j'ai aussi un univers photographique. New York. Là, c'est la station éolienne de Lisbonne, puisque je vis au Portugal. Dubaï. Donc l'espace urbain, c'est notre approche en paysage. On va surtout travailler sur les ambiances, la lumière, les premiers plans, les roches, les racines, etc. pour enrichir notre composition. Dans l'espace urbain, on va travailler avec des verticalités, des perspectives, des guides visuels. Ça fait que si je prends cet exemple d'une photo réalisée à New York, sur le pont de Brooklyn, ça, c'est la première photo que j'ai faite il y a déjà pas mal de temps, il y a quelques années à New York. Quand je suis arrivé à New York, j'ai dit, il faut que je fasse cette photo-là. Sauf que quand on est dessus, c'est vrai qu'on est plutôt, puisqu'il y a des évidences. On a envie de faire la symétrie, la ligne blanche,
De chaque côté, vous avez l'autoroute, les phares blancs, les phares rouges, et donc une symétrie parfaite. Et si on regarde bien maintenant, vous voyez, pourtant, il n'y a aucun respect de la règle des tiers. Aucun. Parce que si j'avais appliqué la règle des tiers, j'aurais mis certainement le pilier, donc le lampadaire, j'aurais mis sur ligne de force. Mais ça aurait remis en question ma composition. Et pour casser cette symétrie un peu facile, entre guillemets, j'ai tout simplement rajouté le lampadaire. J'aurais pu très bien avancer et dépasser le lampadaire, l'enlever de ma composition, mais je me suis dit non, moi je vais mettre le lampadaire parce que non seulement c'est un élément qui vient un peu casser cette facilité de la symétrie, en rajoutant un élément un peu contradictoire, et surtout ça rappelle aussi la verticalité des immeubles de Manhattan. Vous voyez à peu près la réflexion, c'est vraiment réfléchissez, oubliez tout ça et laissez tout simplement parler votre sensibilité. Donc voici la photo en général. Ensuite, bon, vous avez Brooklyn dans le dos, Manhattan Sud en face, et là vous avez Manhattan Sud dans le dos et Brooklyn en face. Vous voyez ? Donc laissez notre sensibilité prendre le dessus sur la technologie. Ça c'est super important. Même si les boîtiers sont là, c'est vrai qu'encore une fois, le matériel va nous apporter une aisance. Moi, je suis très heureux d'avoir les derniers boîtiers en main. Parce qu'en argentique, moi, j'ai commencé comme reporter argentique. J'en avais de la gâche. On avait toujours ce doute, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. Maintenant, la technologie est comme une évidence. C'est beaucoup plus facile maintenant. En gros, maintenant, faire une belle photo, c'est pas très compliqué. C'est-à-dire que les assistances technologiques, les logiciels, etc., on ressort des belles photos. Par contre, sortir une belle photo qui nous parle et qui va transmettre quelque chose, c'est le plus compliqué. Le problème, il est là, c'est est-ce que je vais être capable de retransmettre quelque chose à travers mon travail ? Donc, je vais vous proposer quelques séries. J'ai l'impression qu'il y a un stade qui a disparu. Bizarre. Parce que j'avais un stade avec une phrase. Quand j'ai fait l'école, j'ai toujours en mémoire des phrases de grands photographes. Avant de faire l'école des Beaux-Arts, j'ai fait l'école des Beaux-Arts à Paris. Enfin, c'était pas à Paris, c'était à Beauvais, pardon. Et il y a une phrase donc, d'un grand peintre, certainement connu, M. Picasso. Je pense que tout le monde a entendu parler de ce monsieur, qui a dit « Apprends les règles comme un professionnel pour les briser comme un artiste ». Gardez ça en tête et vous verrez, ça va beaucoup. On vit mieux son statut de photographe quand on a ça dans la tête. Puisqu'on a, c'est vrai que se mettre la pression avec les règles, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien ? Non, faites ce que vous voulez, comme vous le voulez, et ne cherchez pas forcément à plaire. C'est-à-dire, faites votre travail. Il y a un travail critique sur vos travaux, et dites, moi j'ai envie de faire comme ça, et peu importe si ça plaît ou ça plaît pas. Ok ? Maintenant qu'on a survolé un peu la technique, maintenant je vais vous montrer un peu mon parce que vous l'avez vu, je suis reporter. Quand je suis en reportage, on va pas me dire, moi j'ai un univers assez marqué. Quand je travaille pour un magazine de voyage, on va me dire, attention Antonio, on va t'envoyer là-bas, mais il faut que tu donnes envie aux gens d'aller là-bas. On va pas, tu vas pas les flipper avec tes univers un peu dark. Tu fais de la belle photo, tu fais de la belle carte postale. Ok, d'accord. Mais mon vrai univers, c'est celui-ci. Paysage émotionnel, par exemple. Et ça, c'est paysage émotionnel, puisque je suis en train de financer un 3e livre, puisque j'édite mes livres de photographie en auto-édition. Donc ça, c'est quelques clichés du projet qui est en cours. Paysage émotionnel. Vous voyez, est-ce qu'il y a des règles de composition ? Vous pensez que j'ai pensé règles de composition ? Est-ce que je me suis inquiété de la qualité technique de mon boîtier ? J'en ai strictement rien, excusez-moi de dire, à battre. Ce qui compte, c'est ce que j'ai envie de raconter, j'ai envie de reporter peut-être un état d'être ou une envie de raconter autre chose. Donc là, il y en a 44 comme ça. Je ne vais pas vous montrer les 44. Ensuite, j'ai une autre série qui s'appelle Fragilité éternelle. En fin de compte, c'est de mettre en avant notre fragilité par rapport au monde, par rapport au granit, la roche granitique. C'est quelque chose. Moi, j'aime beaucoup les ambiances où il y a du granit. J'aime bien mettre en avant donc, la fragilité humaine face à la roche. Vous voyez, donc ça s'appelle Fragilité éternelle. C'est pareil, c'est toute une série assez complète. À chaque fois, vous avez un tout petit personnage. C'est-à-dire que le petit personnage est là uniquement pour donner une échelle en disant qu'en fin de compte, nous, on est juste de passage. Mais ce paysage, ces roches, ce granit sera là encore des milliards d'années. Et nous, on n'est que de passage. Donc ça nous remet un peu dans notre vraie position par rapport à tous ces paysages. Donc là, on est sur des séries, on va dire, plus paysages.
Et maintenant, on va rentrer dans une série beaucoup plus intime. Alors, je ne vais pas vous raconter mon histoire, mais ces 5 dernières années ont été assez difficiles personnellement. Donc là, je vais vous raconter l'histoire d'un ami. Vous voyez, il est là avec sa petite silhouette. Il s'est battu pendant 1 an et demi contre une maladie, et donc il nous a quittés. Et donc là, j'ai voulu, comme je n'arrive pas à mettre de mots les uns après les autres, je mets des images. Donc là, sa petite silhouette toute fragile qui entre dans une forêt un peu à la fois jolie. C'est vrai que c'est très graphique, c'est très beau. Parce que j'ai aussi une formation de graphiste. J'essaie d'apporter comme une esthétique à mes images. Mais ça, c'est une volonté personnelle. Et là, donc, il rentre dans la forêt. Là, on le voit en errance dans sa petite silhouette, avec cet arbre qui est un peu flippant. Il est beau, mais on se dit, tiens, on a l'impression que c'est une pieuvre qui va vous prendre. Et là, on le voit à peine, puisque en fonction de son combat, des fois, il était plus positif, plus négatif. Donc, sa silhouette est dans la brume, elle disparaît presque, après, elle revient. Donc là, il est sous un arbre, comme si l'arbre s'était déformé pour le protéger, avec cette lumière un peu, entre guillemets, un peu biblique qui nous fait du bien. Là, il réapparaît là, donc il est encore dans son combat. Et là, il arrive au bout de la falaise, le saut dans le vide. Et là, on le voit avec son petit sac à dos. Je ne sais pas si ma loupe, elle marche. Ah, si elle marche, vous voyez, il est là. Avec son petit sac à dos. Et là, vous avez comme ici, une aile, une autre aile avec une sorte de bec. C'est comme si un phénix l'accueillait. Donc, il se dirige vers quelque chose qu'on ne connaît pas forcément. Et là, donc, c'est la symbolique de l'arbre. Il y a certaines cultures africaines, quand il y a un décès, on plante un arbre. Et donc, ça veut dire que le texte, c'est tu seras toujours un fils, un ami, un père, un ami. Tu seras différemment, mais tu seras toujours là. En fin de compte, c'est ça le texte qui accompagne cette série. Et donc là, voilà cet arbre-là que j'ai trouvé en Écosse, dans la route Coast 500. Et c'est un arbre qui il est quasiment mort. Il n'y a plus qu'une petite branche qui, tous les ans, fait ses quelques feuilles. Donc, ça veut dire que ça... J'aime bien la culture mexicaine, la fête des morts. En espagnol, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Et donc, en fin de compte, tous les ans, il arrive à faire ses petites feuilles. Ça veut dire que malgré que, quand on passe à côté l'hiver, on dit qu'il est mort, non, et il y a encore cette petite feuille, comme ça alimente un peu le souvenir. Tant qu'on arrive... La fête des morts, c'est tant qu'on se rappelle des gens qu'on a aimés, ils sont vivants quelque part. C'est ça la philosophie... Calavera, voilà, c'est ça, ça m'en vient. La calavera. Et donc là, donc ça, c'est la première partie de mon travail autour de cette série-là. M'a permis de digérer cette histoire. C'est-à-dire que ce travail photographique m'a permis de faire mon deuil et de finir par apprendre à vivre avec. Mais après, j'ai eu un deuxième passage très difficile aussi, et j'ai décidé de travailler sur ça. Alors ça, il y a 14 clichés, mais je vais vous en montrer que quelques-uns. Ça s'appelle Le Passage. Et après, c'est à vous de ressentir ce que vous avez de ressentir. Je ne vais pas vous la raconter. Vous la regardez. Et puis après, vous en pensez ce que vous voulez. OK ? Je ne vais pas vous le montrer les 14. Si vous voulez, vous allez sur mon site d'auteur, vous les verrez entièrement. Voilà. C'est pour ça qu'elle a été exposée à Gex. Et le directeur m'avait fait une sorte d'alcôve toute blanche. Il les a mis les 14. Il m'a dit, je ne veux pas que tu sois à l'intérieur. Tu laisses rentrer les gens, tu les laisses sortir et tu laisses repartir avec leur histoire. Et en fin de compte, c'est ça. Voilà. OK ? Donc pour finir, je vais tout simplement vous lire une phrase de quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Il n'y a pas que lui, il y en a beaucoup d'autres. Tout simplement, ma photographie est basée sur mon univers artistique et mes expériences n'est pas influencée par qui, je pense, pourrait regarder plus tard. C'est-à-dire que quand vous êtes sur le terrain, travaillez ne pensez pas à ce que... Ne courez pas après les likes, ne courez pas avec tout ça. Faites votre travail. Si les gens aiment, tant mieux. S'ils n'aiment pas, tant pis. On prend un café, on discute d'autre chose. Mais en tout cas, voilà, c'est ça. Si vous voulez en savoir plus sur mon activité, donc de mon univers photographique, là, je vous ai montré des choses, mais il y en a beaucoup d'autres séries. C'est Antonio Gaudencio, c'est mon nom et prénom. Donc, c'est très facile à trouver. Est-ce que vous avez des questions ? Non ? À part. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de contrastes dans vos photographies, et donc je voulais savoir pourquoi, et donc pourquoi aussi notamment autant d'utilisation du vignettage. Parce que je trouve que ça renforce le regard. Parce qu'en fin de compte, quand je photographie,
quand je vais sur le terrain, la photo, au-delà de la composition qui est très importante, au-delà de le choix de la lumière, je trouve que moi j'ai fait les Beaux-Arts avant de faire l'école avant de faire les Gobelins. Et c'est vrai que beaucoup de gens qui me suivent dans mon activité ou ceux que je coach personnellement, je guide le regard. Moi j'aime bien les photos où il n'y a pas de lumière. Parce que ça permet de créer ma propre lumière, de créer ma propre histoire. Et le vignettage, qu'il soit technique, provoqué volontairement par l'optique, ou qu'il soit supprimé et rajouté, ça permet de guider le regard vers l'endroit où je veux que le regard aille. Et le vignettage des accès, vignettage créatif, pas le vignettage technique, plus un travail donc de lumière. Je vais créer un petit focus lumière. Je veux que l'œil aille là où je veux. Donc amener pour renforcer l'image et donner de la profondeur. Donc le vignettage, pour moi, ce n'est pas un défaut. Ça fait partie d'un acte créatif. Le vignettage peut être considéré comme un défaut quand je suis en reportage pour un magazine. Mais quand je bosse pour moi, je fais ce que je veux. Après, c'est pareil, voilà. Que ça plaise ou pas, à la rigueur, je m'en moque totalement. C'est un vrai travail de diriger le regard vers un endroit précis de l'image. Autre question? Non? Les filtres photographiques, oui, beaucoup en reportage. Énormément en reportage, puisque ça c'est normal. Si on m'envoie photographier un paysage ou un pays, moi j'aime bien les lumières de contre-jour, j'aime bien les lumières très marquées, rasantes, et donc forcément on a toujours un problème de dynamique de lumière. Et si je suis... bon, il y a des techniques qui permettent de faire du contre-jour sans filtration. Il y a le bracketing, la double exposition, l'histogramme à droite. Mais si je dois derrière faire du post-production parce que je dois gérer cette dynamique en tant que reporter, moins je suis devant mon écran, plus je suis sur le terrain et plus je gagne d'argent, donc plus je fais de reportage. Donc la filtration permet d'avoir des prises, d'aller dans des choses assez complexes techniquement, mais de sortir quasiment un fichier abouti. Après, il n'y a plus qu'à travailler dessus. Plus de questions? Ça vous a plu? Merci beaucoup.